J'invite sans plus tarder donc les intervenants à cette table ronde à s'y installer aussi confortablement que possible, à savoir Jean-Pierre Dardot, que j'ai vu, Jacques Sauvageau, que je n'ai pas encore... voilà, Monsieur Sauvageau, si vous vouliez bien vous installer, Bernard Dumont, qui vient de la banlieue lointaine. Merci à lui d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici, relativement lointaine, il s'en expliquera éventuellement, et Valérie Plougastel, que j'ai vu, voilà, eh bien, bienvenue. Bah, écoutez, l'exercice est un peu contraint, une petite demi-heure, mais il est simple. Peut-être pourriez-vous réagir aux propos de Lola, à la mise en perspective historique offerte par Lola, mais en profitant de cette perche pour livrer votre propre expérience du volontariat en tant que volontaire et ou responsable d'institution. Eh bien, il faut bien commencer. Donc, commençons par vous, Jean-Pierre Dardot, même si vous n'êtes pas direct, vous êtes vous êtes engagé dans les années 70, le milieu des années 70, donc un peu après la période dont nous avons parlé. Mais voilà, peut-être une réaction au propos de Lola et puis votre propre expérience. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner l'opportunité de revenir sur un vécu qui date maintenant de quelques années. C'est vrai que je n'imaginais pas... moi, je suis parti en tant que volontaire en 1975 dans le cadre de Frères des Hommes, qui est une association qui, à l'époque, était essentiellement organisée autour de l'envoi de volontaires, et qui avait été créée donc en 1965. Donc ça corrobore l'excellent exposé de Lola, que je tenais à saluer et à remercier. Alors c'est vrai que quand on a vécu un peu les choses, on fait des liens. Et donc, en 66-67, il y a eu, en Inde, on avait un petit peu parlé, justement, ce qui a présidé ensuite à la mise en place de la réforme de la Révolution verte, il y a eu la dernière grande famine, qui a vraiment une famine au sens strict, c'est-à-dire une hécatombe, des gens qui sont littéralement morts de faim. Et ce qui a déclenché, je résume le film, mais la présence donc, de volontaires envoyés par Frères des Hommes pour... Ils ont engagé, mené des projets dans le Bihar, qui était l'une des principales zones qui avait été touchée par cette famine. Voilà. Donc je me suis inscrit dans la continuité de cette action qui s'était amorcée à partir de plusieurs années auparavant. Et donc, pour en dire deux mots, disons déjà, le premier glissement, j'allais dire un peu sémantique, qui n'est pas que sémantique, c'est que le point de départ de la présence des volontaires, c'est la lutte contre la faim. Et moi, quand j'arrive, on est plus sur la lutte contre la pauvreté que simplement la faim. Je pense que c'est un premier élément. Ensuite, disons, la lutte contre la pauvreté, j'ai envie de dire, ce que j'ai découvert sur place, c'est qui lutte contre la pauvreté. Et j'ai découvert qu'on était loin d'être les seuls, et que les premiers à lutter contre la pauvreté, c'était les pauvres eux-mêmes. Je ne détaille pas la réalité de cette lutte, son intensité. Mais à mon avis, elle est au cœur des sujets. Enfin, en tout cas, ça fait partie, je pense, des découvertes que j'ai faites à ce moment-là en tant que volontaire. Et donc, ça s'est traduit sur un plan, disons, du type d'activité que j'étais amené à conduire, notamment à m'impliquer dans la réforme agraire. Voilà, Frères des Hommes était à l'époque partenaire avec le Boudan Movement, qui est un mouvement de don de la terre, donc de redistribution de terre. Donc on a accompagné ça. Et on a également accompagné donc, l'attribution de lopins à des familles sans terre, accompagné la sécurisation juridique des lopins qui avaient été attribués depuis des années. Mais voilà, je ne rentre pas là encore dans les détails, mais ce n'est pas le tout d'avoir le papier. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'ai participé à cette action-là. Et puis ensuite, j'ai été impliqué dans la mise en place et le développement d'actions de formation d'acteurs de la lutte contre la pauvreté, d'acteurs locaux de la lutte contre la pauvreté, pour partie en partenariat, là encore, avec le Boudan, pour partie aussi dans une autre région de l'Inde, parce que mon séjour a duré en tout 6 ans, de 75 à 81,
avec un partenaire indien que certaines d'entre vous connaissent peut-être aujourd'hui, qui s'appelle Raja Gopal, donc qui est devenu, disons, un des leaders des mouvements des sans-terre et des mouvements des populations tribales en Inde aujourd'hui. Et on a fait équipe, voilà, au siècle dernier, voilà, dans était l'émergence au travers de ces formations, qui étaient aussi des actions d'organisation de jeunes. Voilà. Je résume, disons, mon expérience, et je terminerai, disons, pour rester dans le flux du temps, simplement par un peu la leçon que je pense, une des leçons que je pense avoir tirées de cette expérience, c'est donc à partir du constat de la force, de l'engagement dans la lutte contre la pauvreté des populations pauvres elles-mêmes, une interrogation sur le type de solidarité qui permet de renforcer leur capacité de résister ou de sortir de la pauvreté. Et donc, pour faire court, j'ai été amené à travailler les limites d'une approche qui fait pour et à explorer davantage des approches qui mènent à faire avec les populations. Et donc, ce qui m'a conduit aussi, disons, à interroger les limites de l'aide quand elle s'installe durablement, à explorer davantage des modalités de comment on peut agir ensemble, comment on peut produire ensemble. Et pour finir, voilà, en fait, au retour, en témoignant de toute cette expérience-là, à faire le constat de la prégnance à l'époque, et je ne suis pas sûr que ce soit complètement effacé, de représentation des populations pauvres comme étant des gens qui manquent de tout, qui sont des victimes, et pas qui sont des acteurs, pas qui sont des producteurs, pas qui sont des citoyens à part entière. Et c'est voilà, c'est la principale leçon que je tire de ça, c'est que la question même de notre regard sur les populations concernées, à mon avis, est essentielle. Et je pense à être un sujet, j'allais dire, pleinement d'actualité, éventuellement même de prospective. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dardot. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec Jacques Sauvageot, ce premier tour de table. Alors, la première chose, et je vous laisse embrayer, Jacques Sauvageot, que vous m'ayez dit dans nos échanges, c'est l'engagement volontaire, c'est d'abord un engagement politique. En tout cas, c'est comme cela que vous l'avez envisagé. Pourriez-vous nous en dire plus ? Dans ces années-là, et dans le milieu que je connais. Il faut différencier, effectivement, selon les périodes et selon le milieu, et même à l'intérieur du même milieu. On a par exemple l'exemple d'un militant qui s'est beaucoup battu pour le soutien à l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, et ainsi de suite. C'est un Nantais, un médecin, qui était en Algérie, non pas dans le cadre de coopération, de volontariat, ainsi de suite, mais pour poursuivre ses études, parce qu'il ne faisait rien en France. Et qui ensuite a remilité après. Donc pour dire, voilà, il y a des parcours qui sont des parcours personnels qui sont assez complexes. Je crois qu'effectivement, dans notre milieu, la chose qui est effectivement indépendante, on va dire, c'est un engagement politique dans le cadre du soutien, on va dire, aux mouvements qui sont les mouvements d'indépendance qu'il y a dans toute une série de pays, notamment les pays africains, mais parce que c'est là qu'on est principalement intervenu, mais qui se raccroche aussi à la volonté d'indépendance qu'il y a quelque part au niveau international avec la tricontinentale, ainsi de suite, dans l'idée de construction de quelque chose qui est indépendant des blocs. Pour bien comprendre, il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques éléments qui sont importants. Il y a ici un certain nombre de jeunes qui ne savent peut-être plus qu'il y avait un service militaire qui existait, que ce service militaire à cette époque était long. Il était long puisqu'on se promenait des services militaires de 27 mois au début des années 60. Moi, quand j'ai terminé, la question s'est posée, c'était encore un service militaire de 15 mois. Alors, d'ailleurs, on parle de coopération, de sous-développement, de volontariat, ainsi de suite. J'entends dire qu'il fallait avoir effectué son service militaire pour faire du volontariat, mais pas forcément pour faire de la coopération. La coopération était un moyen de ne pas faire ou de détourner le service militaire ou de faire quelque chose qui semblait plus intelligent, qui correspondait plus à ce qu'on souhaitait. Enfin voilà, il y avait des voies qui étaient assez diverses. Je crois que c'est effectivement important de se rappeler effectivement cette importance du service militaire. C'est important de se rappeler cette période qui est une période, on va dire, de développement de toute une série de mouvements pour l'indépendance, de lutte pour l'indépendance, de guerre
autour de la dépendance, et donc qu'il y a, autour des questions des dépendances, et qu'il y a la volonté de situer effectivement les choses sur un autre terrain, de participer, on va dire, à sa façon, à quelque chose qui va dans le sens de la libération. Plus que dans la solution au problème de sous-développement. Je ne veux pas dire que cette question-là n'existait pas. C'est vrai qu'à ce moment-là, on parle de sous-développement, on parle de pays sous-développés, on parle de pays du tiers-monde, et ainsi de suite. Voilà. Mais bon, donc, il y avait la conscience de ça, mais il y avait surtout voilà, l'idée qu'il fallait soutenir les pays dans leur indépendance. Alors, une question, et on poursuivra le tour de table. Je ne ferai pas l'injure de rappeler votre parcours politique. On en a quelques éléments d'information dans le programme, mais on sait que vous êtes engagé dans des structures partisanes. Avec le recul, dans quelle mesure votre engagement volontaire a été complémentaire avec cet engagement politique? Dans quelle mesure l'engagement politique a été une manière pour vous de faire de l'engagement volontaire par d'autres moyens? Alors, ce qui est compliqué pour répondre à votre question, c'est que cet engagement a été, la plupart du temps, des engagements individuels. C'est-à-dire que le parti, dans cette affaire, n'intervenait pas. Certes, le frère de Victor Gon, Marc Ergon, avait affiché de 150 coopérants en Algérie. Mais une fois qu'on savait qu'il y en avait en gros 150, on ne savait pas trop où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Et je pense que la question sera peut-être réabordée cet après-midi avec Gus Massia et le CDTIM, que Lola a évolué, où le PSU a constitué une organisation indépendante du PSU pour prendre en charge ces questions-là. Si bien qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une maîtrise des choses. Alors, quelque chose qui peut jouer par rapport encore aux questions qui peuvent se poser aujourd'hui dans un cadre complètement différent. Donc on a un engagement politique. Quelle est la position qu'on a par rapport au pouvoir politique? Alors ça, c'est effectivement un gros problème. Alors, je ne suis pas sûr, je ne sais pas exactement bien ce que vous avez voulu dire par rapport aux coopérants rouges, aux CDTIM, ainsi de suite. Les militants du PSU s'inscrivaient un peu contre un discours qu'il y avait à un moment d'un certain nombre de militants, qui étaient ce qu'on avait appelé les pieds rouges, qui allaient en tant que militants et qui voulaient, en tant que militants, un peu à la façon de ce qu'on appelait en France les établis dans les entreprises, allaient se constituer quelque part comme une forme d'action sur une base politique. On n'était pas du tout là-dessus. Alors voilà, un dernier point. La dernière chose, c'est qu'en réalité, on ne sait pas bien qu'est-ce que les différents militants. Alors c'est vrai pour le PSU, c'est vrai pour les militants de l'UNEF aussi, ont fait, ainsi de suite, parce que, comme je le disais, ça a été effectivement essentiellement des parcours individuels, et que pendant assez longtemps, les gens n'ont pas eu trop envie d'en parler, que personne leur a vraiment demandé, et qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de reconstituer, on va dire, un peu de constituer une histoire, qui pourra être discutée, un peu une mémoire de ce qui a pu être fait, qu'on ne connaît pas très bien. Bernard Dumont, à qui je donne la parole, même exercice, étant entendu que vous avez eu beaucoup d'intérêt pour la dimension de la formation, mais je vous laisse peut-être nous dire dans quelle mesure ça a motivé votre engagement. Oui, j'ai la chance d'abord d'être le plus vieux et d'avoir commencé dans la vie de volontariat, le mot n'était pas encore à l'ordre du jour. Dès les années 1950, j'ai créé un premier mouvement en 1953 et qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années et qu'on commence à trouver sur quelques archives publiables. Bon. Et j'ai eu la chance aussi d'être à la fois un militant associatif, car je faisais partie de plusieurs organisations de jeunesse, en particulier les Éclaireurs de France, d'être aussi dans l'administration, puisque j'étais au ministère de la Coopération, et que c'est à ce titre que j'ai participé aux discussions de création des Volontaires du Progrès, où j'avais... Enfin, si je me lance dans des souvenirs, alors on n'en sort pas, donc je serai bref. J'ai l'œil. Non, oui, je ne peux pas me lancer dans des souvenirs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée qui ont eu la bonne idée de commencer par un exposé de Lola qui est de la géopolitique.
si on peut dire, et de le compléter par un film qui est de la motivation individuelle. On a les deux bouts de la question. Mais entre les deux, il y a beaucoup à dire. Et tout ce que je voudrais dire maintenant, c'est quelques questions que je ne vais pas résoudre, que je vais poser, que me suggère ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu dans les documents préparatoires. Première question, c'est justement celle de la motivation des personnes susceptibles d'être volontaires. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que dans notre temps, on disait jeunes, mais on sait bien que les volontaires, aujourd'hui, il y a aussi des seniors, et par conséquent, il ne faut pas dire jeunes, mais bien entendu, c'est aux jeunes qu'on pense. Quelle était la motivation des jeunes en 1950 et ensuite? Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous donner deux exemples extrêmes de volontaires à cette époque. C'est en 1950 qu'un certain Le Pen, que je connaissais bien car j'étais avec lui à la fac de droit, quand je dis avec, ça ne veut pas dire... Oui, coprésence. Parti en Indochine, c'était sa vision. Et à la même époque, un certain René Vauthier, résistant, qui avait aussi 20 ans, est parti en Afrique avec sa caméra pour tourner le film Afrique 50, qui est un monument brutal, pas toujours à droit, mais sincère, de dénonciation du colonialisme. Alors vous voyez, entre les deux, imaginez la masse des gens qui étaient inspirés par la volonté de sortir de chez eux, le film est très intéressant, et de faire quelque chose et de nouer des liens. Ça n'a pas été assez dit. Avant l'aide, avant le secours aux famines, c'est nouer des liens, élargir la vision du monde et l'ensemble des relations. Alors, le problème, la question que je pose, c'est, il reste, bien entendu, chez les personnes susceptibles d'être volontaires aujourd'hui, une grande variété de motivations. Et comment faire en sorte que, de ces motivations vagues, on en arrive à une conception et une action du volontariat que nous partageons, en gros, et qui est de nouer des liens et d'agir ensemble, on peut dire pour le développement. Je constate, arrêtez-moi là, je constate que on est parti de Comité français contre la faim et qu'on a évolué vers la notion de développement. Ça a déjà été un petit peu évoqué, mais je crois que c'est important de le mentionner. Ça a été fait d'ailleurs d'abord par le Comité catholique, qui tout de suite s'est appelé Comité catholique pour la faim, contre la faim et pour le développement. Et le CFSI lui-même a changé de nom, comme vous l'avez dit, pour devenir Solidarité internationale. Bon, ça c'était ma première question, les motivations. Mais j'en ai trois autres. La deuxième, c'est celle des institutions qui contribuent à faire mûrir, à faire évoluer et à orienter ces volontés de ceux qui veulent faire quelque chose. Je suis quand même obligé de dire que ceux qui veulent faire quelque chose ne sont pas la totalité des gens d'une classe d'âge. Il faut tenir compte de ça aussi. Et bien entendu, là, il s'agit de... vous avez dit que j'allais parler de formation. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de formations, n'est-ce pas? Au ministère de la Coopération, c'est moi qui ai créé le premier dispositif de formation pour les volontaires du service national, c'est-à-dire ceux qui, au lieu de faire leur service militaire dans l'armée, pouvaient contribuer, en allongeant un peu la durée de leur service, à des actions de coopération, n'est-ce pas? Daniel Vacher, qui est un des premiers stagiaires de cette formation. Bon, je passe là-dessus parce qu'on connaît trop bien. Troisième. Je voudrais... Bernard Dumont, troisième question. Alors, les deux autres vont être très brèves. Troisième question, les moyens
d'aboutir à une solidarité internationale, à une volonté, à une sensibilité de solidarité nationale. Alors ça, personne n'en parle jamais, mais ceux qui me connaissent savent que c'est mon idée fixe. C'est la langue. Combien de volontaires ont appris la langue des endroits où ils allaient aller? Combien de volontaires sur place ont su faire l'effort d'apprendre la langue? Je suis obligé d'évoquer l'épiscope qui, eux, depuis le début, parlent avec une parfaite connaissance de la langue des gens chez qui ils vont aller, y compris des langues extrêmement rares et difficiles à trouver. Alors, j'ai peur qu'on ne parle pas de ça, et donc je le mets en troisième question, parce que la question de langue, comme instrument essentiel de lien et entre les cultures et entre les hommes, il ne faut pas l'oublier. C'est parfait. Quatrième et dernière. Voilà, vous en annonciez 3, mais... C'est l'objectif. Voilà. Quel peut être dans l'avenir, parce qu'on est là pour l'avenir. Tout à fait. L'objectif d'un mouvement global de volontariat, eh bien, à mon avis, on ne peut plus le limiter à la lutte contre la faim, encore que c'est pas fini, et il faut continuer. Mais c'est celui du développement durable. Étant entendu que dans développement durable, il faut prendre en considération, ce qu'on oublie souvent, l'épuisement des ressources de la Terre. Le monde entier, c'est-à-dire d'abord nous qui consommons beaucoup, nous consommons chaque année plus que la Terre ne peut produire. Alors je me permets de vous... Et les gens avec qui nous allons faire du volontariat, eux, n'en consomment qu'une toute petite partie. Et le modèle qu'on leur donne envie de faire comme nous, c'est-à-dire d'épuiser encore plus les ressources non renouvelables de la Terre. Alors, on poursuit avec vous, Valérie Plougastel. Alors, comme responsable de l'Union nationale des maisons familiales et rurales, je fais l'hypothèse qu'on connaît tous cette union. Éventuellement, vous en rappellerez en un mot la vocation. En tout cas, merci d'avoir fait ce travail en amont auprès d'un certain nombre de vos membres pour recueillir leurs témoignages. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça rentre en résonance avec le propos de Lola et puis ce qu'on a vu dans l'extrait? Bonjour à tous, donc Valérie Plougastel, je suis en charge de la coordination des partenariats internationaux des maisons familiales. Donc les maisons familiales, 450 associations françaises qui assurent de la formation de la 4e jusqu'au bac plus 3, 4 par alternance dans le milieu agricole et rural et qui ont des actions de partenariat et de coopération depuis les années 60. Alors on m'a demandé cet exercice que je fais avec plaisir, mais qui m'a obligée, et c'était bien aussi, à me retourner vers mes collègues un peu plus anciens, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir, je suis désolée messieurs, d'avoir vécu les mêmes années que vous, mais cependant, je suis aussi une ancienne volontaire qui est passée... voilà, qu'est-ce que j'ai raté, mais vous me le raconterez, qui a vécu 5 années de volontariat, pas avec la FVP, mais avec les maisons familiales, et dans une période dont on n'a pas fait part, mais je pense qui, pour moi, était importante, les années 90, où existait aussi tout ce qui était volontaire européen du développement, la fin du VSN. Et pour le volontariat, je pense que c'est une phase qui a été importante, un nœud pour moi, en ayant aussi pris le temps de regarder cette histoire. Je me présente aussi en tant que personne représentant les maisons familiales au CFSI. Et je remercie Lola pour tout le travail précis, intéressant. Je lirai aussi le document qu'elle produira avec grand intérêt. Les maisons familiales ont participé à la constitution et la création de l'association France Volontaire dans les années 60, mais aussi en même temps ont participé à la création du CMCM, j'arrive jamais à le dire, CMCF, puis ensuite CFCF, et aujourd'hui sont membres actifs du CFSI. Et l'histoire et l'évolution des organisations sont intéressantes, aussi bien, comme on l'a vu, de l'association France Volontaire en plateforme que du CMCF en CFSI, et aussi de la coopération des maisons familiales. Et c'est pour ça que le regard géopolitique de Lola est vraiment intéressant et nécessaire pour les uns et les autres.
Les maisons familiales se sont impliquées dans les partenariats internationaux, dans les échanges, à partir d'un événement qui a été important. C'est la rencontre du MIJARC, la rencontre internationale du MIJARC en 1960 à Lourdes, qui, dans le milieu agricole, le MIJARC, le Mouvement international des jeunesses agricoles rurales catholiques, qui, dans le monde agricole, semble avoir été, en termes de coopération, un moment important. Et là, des jeunes de différents pays africains ont été accueillis dans des familles françaises et des contacts ont eu lieu, d'où je reprendrai aussi les arguments des uns et des autres, c'est que le volontariat n'était pas seulement un transfert de compétences, ça a été à cette époque-là, mais peut-être avant tout une rencontre de personnes et une volonté de faire des choses en commun. En l'occurrence, pour les maisons familiales, de travailler sur la formation des jeunes. Et d'après ce qu'on a pu me dire, c'est le ministère de la Coopération qui est venu un peu chercher les maisons familiales pour ses compétences dans la jeunesse, parce que c'était vraiment son terrain, la ruralité, et aussi ses premières expériences en coopération. Les maisons familiales ont eu très peu de VP, je crois qu'on a eu 3 ou 4 VP dans l'histoire, pas plus, c'était au Tchad et en RCA dans les années 85. Mais il y a eu beaucoup de coopérants, de salariés en coopération. Donc ça a été cette volonté de contribuer à une dynamique autour de la jeunesse, de la ruralité. Alors c'est vrai avec au début un transfert de compétences parce qu'on allait faire des maisons familiales. Il y avait par exemple des directeurs de maisons familiales à l'étranger qui étaient des directeurs français. Il y a eu toute cette évolution. Un autre élément qui semble aussi important, vous en avez parlé, c'est le VSN. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cette époque-là. Et on m'a dit qu'il y avait eu création avec l'AFVP d'une organisation ATECO qui gérait aussi, qui a été une phase importante dans cette dimension qui permettait l'envoi de VSN. Et donc en maison familiale, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient moniteurs, qui souhaitaient faire et vivre cette expérience. Pour les maisons familiales, il y a eu toujours cette volonté d'échanger, etc. Et ce travail, peut-être aussi en 90, dans les années 90, la création et la possibilité pour les organisations autres que la FVP d'envoyer leurs propres volontaires. Et les maisons familiales, à ce moment-là, se sont dotées de la reconnaissance du ministère pour avoir leurs propres volontaires. Et depuis, nous avons des volontaires maisons familiales sur le terrain. Ce qui aussi nous a fait travailler avec France Volontaire et la FVP à l'époque sur la formation de ces volontaires et le retour. Parce que je pense que c'est un des éléments qui ressort beaucoup aussi dans les échanges qu'on peut avoir, et peut-être plus encore aujourd'hui au regard de ce qu'est la société, c'est la nécessité de préparer les jeunes, les moins jeunes, et de les accompagner à leur retour, ce que l'association France Volontaire fait, est une référence dans ce domaine, donc avec un échange de compétences pour les maisons familiales. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, on était en tant que maison familiale à la création de France Volontaire, on s'en est écarté un petit moment et on est revenu là, on a réintégré la plateforme France Volontaire en 2014, là en juin 2014 avec intérêt. Mais pour d'autres raisons que celles qui nous avaient amenés à être créateurs des maisons familiales. Et je le mets aussi dans le débat, je ne serai malheureusement pas avec vous demain, mais c'est ça qui me paraît important en termes de prospective. Aujourd'hui, en tant que maison familiale, on a fait évoluer notre partenariat vers une prise en compte de ce que les maisons familiales françaises peuvent faire et être, et comment elles peuvent être actrices dans cette dynamique. Et aujourd'hui, la préoccupation est aussi, bien sûr, les partenariats avec nos collègues dans les Suds, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. On est en partenariat avec une vingtaine de pays, mais aussi par rapport à nos 70 000 jeunes en formation, jeunes et adultes en formation en maison familiale française. Comment permettre à ces jeunes qui sont dans le milieu rural, dans le milieu agricole, avec des problématiques particulières, politique entre autres, comment leur permettre de vivre une période de leur vie dans la solidarité internationale, dans le volontariat international. Donc
pour, pas conclure, mais dire que les maisons familiales, comme les organisations dans les années 60, étaient vraiment sur la lutte contre la faim, avec cette dynamique de jeunesse et de la réponse à des demandes du Sud, bien sûr dans l'échange, la coopération, les partenariats. Et aujourd'hui, une évolution vers la solidarité, mais davantage de société civile à société civile, et une application et une formation aussi bien là-bas que ici. Merci. Vous avez vu que nos intervenants ne peuvent pas s'empêcher de se projeter dans l'avenir. Vous avez très largement anticipé, vous avez bien fait. C'était très important d'avoir votre témoignage, Valérie Plougastel, et pas seulement pour les raisons que vous avez invoquées, le rapprochement avec France Volontaire, mais parce que, si vous êtes peut-être la plus jeune de cette table ronde, en revanche, votre institution est la plus ancienne, et c'était intéressant de voir comment elle croisait cette histoire des années 60-70. Alors, sauf à sacrifier la pause, je propose de nous en tenir là. Ne soyez pas frustrés. Celles et ceux qui voudront poser des questions pourront le faire en aparté. Et puis, dans la séquence débat. Mais je vois qu'un bras s'est levé. Je ne peux pas m'empêcher de tendre l'oreille. J'en ai pas pour longtemps. Présentez-vous. Je m'appelle Colomb, Philippe Colomb. Je voudrais dire une chose. Je pense qu'on a fait l'impasse, on a omis d'étudier un petit peu sérieusement cette génération qui est née autour de 1940. Et là, en parlant de notre mouvement, je crois qu'on oublie de dire que cette génération-là s'est posée de très graves questions. Il y a eu la Shoah, il y a eu la faim, et il y a eu l'occupation. Tout ça a fait que nous avons eu besoin de poser ces problèmes et d'essayer d'y répondre. Et je suis au bout de ce chemin-là. C'est mon deuxième livre qui s'appelle La Voie étroite qui donnera la leçon. Mon deuxième point est beaucoup plus important. Michel Seped était un personnage extrêmement encyclopédique. Il connaissait très bien la genèse de Hot Springs. Et à ce titre-là, nous savions tous que la FAO n'aurait jamais les moyens de sa charte. Ça a été clos avec la conférence de Washington, puis avec celle de Copenhague. Et dès cette époque-là, on a su que le board des aliments qui devait être créé pour la gestion des excédents ne serait jamais accordé à la FAO. De ce jour, on a su que la FAO ne pourrait pas répondre à la charte d'Hot Springs. Et donc Michel Seped a promu, développé, soutenu des options qui étaient très fortement basées sur le volontariat. Et il savait que c'était la seule chose sur laquelle on pouvait s'appuyer. Il ne le présentait pas comme la solution. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. Oui, merci. Alors, principe de non-exhaustivité, mais là, votre témoignage est effectivement très précieux. Merci d'être intervenu. Vous aurez l'occasion de reposer ce regard critique. Soyons raisonnables, ménageons le temps de la pause. Alain, nous retrouvons cette salle dans une petite dizaine de minutes. Voilà, parfait. Merci.